Le spectacle macabre. Comment les nazis s'amusent dans la douleur. Introduction. Entre 1944 et 1945, plus de 100 camps de concentration nazis furent créés dans toute l'Europe. Les tortures les plus répugnantes, les meurtres, les brutalités, les conditions inhumaines, le harcèlement, le travail forcé, la maltraitance des enfants et les expériences scientifiques atroces y ont été commis. Cependant, il y avait d'autres aspects cachés qui, pendant la période d'après-guerre, occupaient un rôle périphérique par rapport à l'actualité en première page. À l'intérieur des camps vivait le personnel nazi qui était traité comme des êtres humains et jouissait donc des divertissements et des plaisirs du monde. Le sadisme, le sport et les pratiques sexuelles étaient des éléments inévitables du régime des gardes et des soldats nazis. En outre, ils ont organisé des compétitions sportives, des banquets et des événements sociaux, alors même que les victimes mouraient à quelques mètres. Ces activités, déguisées en normalité, affichaient un niveau de perversion qui transcendait la brutalité physique, réaffirmant la déconnexion morale et psychologique des auteurs de leur horrible environnement. L'enfer dans la vie, la souffrance des uns, le plaisir des autres. Les camps de concentration ont été créés pour éliminer toute menace contre le plan d'Adolf Hitler, peu importe qu'il s'agisse d'un risque interne ou externe, lié aux opposants politiques, aux minorités sexuelles et ethniques, aux supposés inadaptés sociaux, aux déviants sexuels ou religieux. Absolument tout le monde s'est retrouvé dans les camps où abondaient l'horreur et la torture. Le haut commandement nazi affirmait qu'il s'agissait d'un processus de réhabilitation, et c'est par cette devise qu'il justifiait les mauvais traitements, qui n'étaient rien d'autre que des méthodes destinées à briser la résistance morale de ceux qui, selon eux, avaient de mauvaises pensées et pratiques. Tous les prisonniers ont été dépouillés de toute trace d'identité. Ils ont abandonné leur nature humaine pour devenir des objets systématiques au service des besoins fondamentaux des nazis. Les enfants et les adultes ont été soumis aux pires pratiques que toute personne sensée puisse imaginer. Le personnel nazi a perdu toute sensibilité et toute empathie envers ceux qui étaient considérés comme des ennemis. Ils ne faisaient aucune distinction d'âge, qu'il s'agisse d'enfants ou de personnes âgées. Ils ont maltraité les femmes enceintes sans aucune pitié. Ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, puisque leur vie était entre leurs mains. Parmi les pratiques les plus atroces figurent également celles liées au divertissement, comme le sport. Ring of Horror, l'enfer de la boxe dans les camps de concentration. Heinrich Himmler, chef des SS et l'un des principaux promoteurs du concept de solution finale, était convaincu que, pour maintenir le moral et l'intérêt des travailleurs des camps de concentration à un niveau élevé, il devait leur offrir des divertissements. Lors de diverses rencontres avec Adolf Hitler, il a exprimé la nécessité d'allouer un budget aux activités récréatives, culturelles et sportives qui satisferaient l'appétit de divertissement de ces hommes. L'un de ces spectacles était la boxe, un sport très populaire en Allemagne à cette époque. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ce sport de combat devient l'un des grands piliers de la propagande. Aux Jeux olympiques de Berlin de 1936, des boxeurs allemands tels que Max Schmeling, Herbert Runge et Willi Kaiser ont remporté le titre. En raison de leur succès sportif, ils furent utilisés par Joseph Goebbels, ministre de la propagande, pour réaffirmer sa théorie de la supériorité raciale. La boxe était également utilisée comme outil pour canaliser la violence de la société nazie de manière contrôlée. Les officiers et les soldats qui exerçaient leurs fonctions au service du Troisième Reich faisaient partie de cette société. Ainsi, leur proposer des matchs de boxe après une longue journée de travail pourrait être perçu comme une forme de gratitude et de reconnaissance. Victor Young, Pérez, boxeur d'origine juive né en Tunisie, retenu captif dans le camp d'Auschwitz-Monowitz, a été indispensable à la réalisation du spectacle de boxe nazi. Dans son pays, le judaïsme était une minorité gravement persécutée. C'est pourquoi il lui était interdit d'adhérer aux associations sportives locales. En réponse, les Juifs tunisiens ont créé le club de boxe Maccabi, dans lequel Young et son frère Benjamin s'entraînaient quotidiennement. En 1925, à l'âge de 14 ans, il devient boxeur professionnel. L'une de ses premières décisions fut de broder une étoile de David sur son pantalon, symbole de son identité juive. Bien qu'il ne mesure que 1,55 m et pèse 55 kg, il a remporté tous les combats qu'il a disputés en Afrique du Nord. Young n'avait pas un gros coup de poing, mais il était infatigable.
C'était le secret de sa réussite. Après avoir connu le succès sur son continent, il a transféré ses rêves en France, où il a combattu le boxeur américain Frank Gennaro pour le titre mondial et en est sorti victorieux. De retour en Tunisie, la nouvelle s'était déjà répandue. Plus de 100 000 supporters, dont des juifs et des musulmans, l'ont acclamé dans les rues. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le jeune Pérez vit à Paris. À la suite de l'invasion allemande, des lois ont été adoptées pour isoler les juifs de la société française, confisquer leurs biens et les obliger à porter une étoile jaune. Contrairement au symbole qu'il a brodé sur son pantalon de boxe, Pérez a refusé de le porter. Il fut trahi et, en septembre 1943, il fut arrêté et envoyé au camp de transit de Drancy à Paris. Peu de temps après, il fut transféré en train à Auschwitz-Monowitz. Après quelques semaines sur le terrain, plusieurs gardes le reconnurent. Ils l'avaient vu boxer à ses heures de gloire. Sans honte, ils lui ont demandé de leur proposer un show privé, où il pourrait voir à plusieurs reprises ses meilleurs clichés. Voyant que son talent ne devait pas être gaspillé, ils lui ont permis de s'entraîner pendant quelques jours et lui ont même donné des rations supplémentaires de nourriture pour retrouver une partie de la masse musculaire qu'il avait perdue en même temps que sa liberté. Après avoir constaté une amélioration physique chez l'athlète, ils l'ont forcé à se battre contre un soldat SS qui était de grande taille, pesait environ 75 kilos et mesurait plus de 1,80 m. Après 3 rounds, le jeune Pérez a remporté le combat. Quelques jours plus tard, sur le ring d'Auschwitz, il affronte un prisonnier nommé Paul Steinberg. Après les premiers affrontements, les gardiens sont fascinés et la boxe devient un spectacle de plus en plus fréquent. Young a été contraint de mener environ 140 combats contre différents prisonniers au cours des 15 mois où il est resté à Auschwitz-Monowitz. Bien qu'il se soit souvent battu contre des rivaux beaucoup plus grands et plus lourds que lui, il n'a été vaincu qu'une seule fois. Il convient de noter que, bien que le cas du jeune Pérez ne soit pas unique, la majorité des détenus n'avaient pas l'énergie nécessaire pour faire du sport. Ils terminaient les journées épuisés par le travail forcé, de sorte que seuls ceux qui jouissaient de certains privilèges pouvaient être utilisés comme spectacle vivant. Un autre boxeur juif qui a acquis une certaine renommée en participant au spectacle d'horreur nazi était Tadeusz Pietrzykowski. Né à Varsovie en 1917, il avait atteint le 2e rang dans la compétition polonaise des poids coqs. Tadeusz a été arrêté alors qu'il tentait de rejoindre la France pour rejoindre l'armée polonaise en exil et envoyé à Auschwitz-Birkenau comme prisonnier politique. Entre 1941 et 1943, il mène entre 40 et 60 combats dans les camps de concentration. Il affronte plusieurs déportés poids lourds allemands et bat son propre capot, Walter Duening. Ce dernier, au lieu de se venger, le récompensa avec un morceau de pain et de la viande. Ses victoires ont fait de lui le champion de boxe le plus en vue à Auschwitz, applaudi la nuit par les mêmes nazis qui le torturaient le jour. Dans le camp de concentration de Mauthausen-Gusen, le boxeur vedette était Segundo Espalargas, également connu sous le nom de Paulino. C'était un républicain espagnol qui combattait tous les dimanches à la demande du commandant SS Frank Ziereis. Après des dizaines de combats, il est surnommé le boxeur courageux et invaincu de Mauthausen, car aucun adversaire ne pouvait le vaincre, pas même les soldats allemands qui osaient le défier. Paulino, comme les autres boxeurs des camps de concentration, savait que la boxe était son seul espoir pour la vie. Il savait qu'il était peu probable qu'il le tue, car s'il le faisait, le haut commandement du camp perdrait sa vedette. Constatant que la boxe améliorait leurs conditions de vie, certains prisonniers mentirent lors des premiers interrogatoires et prétendirent être des boxeurs. Cependant, la vérité est vite apparue, car ils ont souvent été facilement vaincus par des pugilistes expérimentés. Symphonie de l'enfer, musique et horreur dans les camps de concentration. Adolf Hitler était un amateur de musique, en particulier de l'œuvre du compositeur Richard Wagner, décédé 50 ans avant que le leader national-socialiste n'accède au pouvoir en Allemagne. Pendant des décennies, la question s'est posée de savoir la raison de sa fascination, si elle était due à l'antisémitisme explicite de l'auteur ou aux sagas germaniques qu'il mettait en musique et qu'Hitler utiliserait pour cimenter son idéologie. L'historien James Kenaway décrit la musique de Wagner comme la bande originale de la mégalomanie. Les premiers orchestres des camps de concentration sont apparus en 1933, au début de l'accession au pouvoir d'Hitler. Cependant,
Les premiers liens avec l'Holocauste sont apparus en 1939, avec le début de la guerre. Depuis l'invasion de la Pologne, les nazis se sont tournés vers la musique pour faire taire les cris et la douleur des Juifs. Le 1er février 1940, les troupes nazies confisquèrent plus de 300 000 livres sacrés liés au judaïsme et les brûlèrent sur une place devant la yeshiva. Des milliers de Juifs se sont rassemblés autour du feu, pleurant de manière incontrôlable. Au milieu de cette scène, l'armée allemande a appelé un orchestre pour jouer une musique joyeuse et tenter de dissimuler les lamentations. Quelque chose de similaire s'est produit en 1941 lors du massacre de Babi Yar. Les Allemands rassemblèrent plus de 33 000 Juifs qui furent fusillés en 2 jours. Lors de sa représentation, des valses et des chants joyeux des orchestres allemands ont été entendus à travers des haut-parleurs installés par les SS. Il y avait 6 camps d'extermination pendant la Shoah: Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Auschwitz-Birkenau et Chelmno. Seule cette dernière ne disposait pas d'orchestre ni de chœur composé de prisonniers, puisqu'elle fonctionnait comme un camp mobile dans lequel les Juifs, généralement venus du ghetto de Lodz, étaient assassinés dès leur arrivée. Dans d'autres domaines, les orchestres duraient généralement plusieurs mois, voire quelques années. À Treblinka, il y avait 3 orchestres, l'un d'eux dirigé par Arthur Gold, un célèbre compositeur de jazz et de tango polonais qui vivait dans le ghetto de Varsovie. Les prisonniers musicaux portaient des costumes spéciaux et jouaient pendant que les soldats mangeaient face à la fenêtre. À Auschwitz, il y avait 6 orchestres et un chœur. À Auschwitz I, il y avait un orchestre et un chœur. À Auschwitz II Birkenau, 2 orchestres. Et à Auschwitz III Monowitz-Buna, 2 autres. Dans les 2 premiers camps, des groupes musicaux devaient jouer le matin et le soir, lorsque les prisonniers de travaux forcés partaient et revenaient. Malheureusement, ils ont dû interpréter des marches ou des chants antisémites, ainsi que des pièces de Beethoven, Schubert, Bach et Wagner. Primo Levi, écrivain juif italien, résistant antifasciste et survivant de l'Holocauste, a rapporté que cette musique faisait fonctionner les corps des prisonniers, qui semblèrent généralement sans âme, comme des robots, uniquement en l'écoutant, et que sans elle, il aurait fallu de longues heures pour qu'ils reviennent après avoir travaillé jusqu'à épuisement dans les champs. Les orchestres des camps pouvaient même être composés de non-juifs, mais les musiciens qui jouaient à l'entrée des chambres à gaz devaient être exclusivement juifs. À Majdanek, en août 1943, un camion arrive avec 200 orphelins juifs, bébés et enfants jusqu'à 12 ans. Pendant ce temps, les troupes allemandes ordonnaient à l'orchestre de jouer des berceuses en yiddish. Comme les boxeurs des camps, les musiciens obtenaient certains avantages par rapport aux autres prisonniers. Simon Lax, un juif français survivant qui a servi comme chef d'orchestre à Auschwitz-Birkenau entre 1943 et 1944, et le corps de l'orchestre des femmes d'Auschwitz dirigé par Alma Rosé, ont mentionné qu'ils se sont battus pour de meilleures conditions de vie. Ils étaient autorisés à répéter à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ils étaient exemptés du travail forcé et bénéficiaient de courts moments de repos. Les musiciens dormèrent par paires et non pas entassés comme le reste des prisonniers. Ils avaient des paillasses et leurs draps étaient changés tous les 7 jours. Ils bénéficièrent également d'une douche hebdomadaire et d'un repas pour 4 personnes. C'est pourquoi sur les 40 musiciens de l'orchestre, 38 ont survécu. Cependant, être musicien ne garantissait pas la survie. Un orchestre composé d'artistes de haut niveau avait été créé dans le camp de Janowska. Cependant, en 1943, les autorités nazies décidèrent de tuer tous les juifs et les musiciens ne firent pas exception. Quant aux instruments utilisés, l'harmonica était l'un des plus demandés. En fait, même les gardes ont été vus en train de jouer de la musique. L'usage de l'accordéon était également assez courant. Les officiers allemands s'adonnaient à cet instrument et se réunissaient pour écouter quelques chants interprétés par les prisonniers. Macabre Entertainment, les jeux qui fascinèrent les nazis. Les membres de l'armée allemande passaient trop de temps à leur travail et en plus de demander aux prisonniers des divertissements sportifs et musicaux, ils devaient également faire appel à leur ingéniosité pour se divertir. Les commandants et directeurs des camps ont demandé aux grades supérieurs de leur envoyer différents jeux de société pour passer les heures. Ainsi, ils ont reçu différents types de jeux, cartes, dés et stratégies. L'une d'entre elles était la Cabane Fang Den, lancée sous la République de Weimar.
mais qui malgré cela est resté populaire. Les pièces avaient la forme d'un chapeau et pouvaient être empilées. Le plateau était circulaire avec une croix centrale et faisait appel à la logique des participants. Les enfants et les adultes pourraient y jouer. Les autres jeux les plus populaires étaient les échecs et les dames. Même si les soldats allemands jouaient presque toujours entre eux, ils défièrent parfois certains prisonniers pour voir s'ils pouvaient les battre. En fait, les détenus ukrainiens étaient des spécialistes des échecs, c'est pourquoi ils battaient souvent leurs supérieurs. Cela a généré certains doutes parmi les Allemands, car cela se demandait lequel des deux était le plus intelligent. Pour cette raison, de nombreux détenus se sont laissés vaincre, car la possibilité pour une personne supposée inférieure de vaincre son rival allemand, considéré comme plus intelligent, remettait en question toute la propagande nazie. Par conséquent, lorsque les prisonniers ont gagné, leurs bourreaux les ont sévèrement battus. Les jeux de cartes étaient également populaires parmi les captifs et les militaires. Ils avaient des règles différentes, selon lesquelles certaines cartes valèrent plus que d'autres. Certaines troupes jouaient au tarot, une pratique occulte très populaire parmi les nazis. Bien qu'extrêmement catholiques, ils s'intéressaient beaucoup à tout ce qui touchait à l'ésotérisme, l'astrologie, l'alchimie, la kabbale et la théosophie. Le jeu de la vie, comment le football a aidé à survivre à l'Holocauste. Pour rester à l'ordre du jour, les soldats SS devaient s'entraîner dur et travailler leur corps. Les heures de garde étaient longues et les troupes allemandes passaient de longues périodes dans un état d'immobilité. En dehors de leurs heures de travail, ils pratiquaient différents exercices physiques et activités sportives qui les aidaient à atteindre leur objectif de garder leur corps en forme. Certains d'entre eux pratiquaient l'haltérophilie, tandis que d'autres passaient leur temps à jouer ou à regarder le handball et le football, qui devenaient de plus en plus populaires sur le territoire allemand. Le Troisième Reich voyait dans le sport un moyen de mobiliser les hommes dans un effort collectif et compétitif. Pendant la Seconde Guerre mondiale, différentes équipes furent constituées pour concourir dans certains de ces sports et participer à diverses compétitions internes dans les camps de concentration. Les équipes SS concouraient lors de championnats contre des escouades composées de membres d'autres organisations, comme la Luftwaffe ou la Wehrmacht. À leur tour, les soldats des camps du gouvernement général de Pologne organisèrent entre eux différents tournois, et cette activité se développa à partir de 1942. À partir de cette année-là, les prisonniers des camps travaillèrent plus intensément. Issus des hauts rangs nazis, ils se réjouissaient de pouvoir bénéficier, au-delà des souffrances et des châtiments auxquels ils étaient soumis, de brèves périodes de divertissement. Ainsi, pendant ces récréations, certains prisonniers profitèrent de l'occasion pour être spectateurs de ces matchs de football, et parfois plusieurs d'entre eux sautaient sur le terrain pour faire partie des équipes. Ce dernier point n'est pas surprenant puisqu'avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, les Juifs vivant en Allemagne possédaient leur propre club où ils pratiquaient différents sports, qui ont fini par être interdits et fermés. Les deux plus populaires étaient le Bar Kochba à Francfort et le Hakoah DS. Parmi les footballeurs emprisonnés dans les camps de concentration se trouvait Julius Hirsch, qui jouait pour l'équipe de jeunes de Karlsruhe et était connu pour son pied gauche puissant. En 1909, il dispute son premier match avec l'équipe allemande, où il dispute 7 matchs, le plus mémorable étant celui au cours duquel il marque 4 buts contre les Pays-Bas. Hirsch, avec Gottfried Fuchs, étaient jusque-là les 2 seuls juifs de l'histoire à jouer dans une équipe nationale allemande. En 1925, à l'âge de 33 ans, il abandonne sa carrière de footballeur pour devenir entraîneur d'équipe de football. Peu de temps après, à la suite des diverses sanctions économiques imposées aux Juifs allemands par le régime nazi, Hirsch fut licencié de son travail. L'impact a été tel qu'il a tenté de se suicider, mais après avoir échoué, il a été envoyé dans un établissement de santé mentale. Julius a été envoyé pour effectuer des travaux forcés, et bien que son sort soit inconnu, il est présumé qu'il a été assassiné à Auschwitz. Un autre cas bien connu est celui d'Eddie Hamel, connu comme le premier grand ailier droit de l'Ajax aux Pays-Bas. Hamel a honoré la communauté juive des années 1920 en étant le seul juif à jouer pour l'équipe d'Amsterdam, l'une des plus importantes au monde. Après l'arrivée du nazisme, Eddie fut envoyé à Auschwitz-Birkenau, où il fut malheureusement anéanti dans une chambre à gaz. Un autre cas différent est celui de Saturnino Navazo.
un militant républicain espagnol arrêté en France et transféré au camp de Mauthausen. Lorsque les nazis ont découvert qu'il était footballeur, ils ont décidé qu'au lieu de le harceler durement, la meilleure option était de le laisser mourir un peu de faim, mais de lui donner une ration supplémentaire pour qu'il puisse entraîner les soldats. Navazo a été envoyé à la cuisine, où il a pu vivre dans de meilleures conditions. L'une des histoires les plus emblématiques est celle d'Antoni Liko, qui en 1930 jouait pour le Wisła Cracovie en Pologne. Il était l'un des joueurs du moment et fut même appelé pour participer à la Coupe du Monde 1938 en France, mais il ne put le faire en raison d'une blessure prématurée. Suite à l'invasion allemande de la Pologne, Liko a été arrêté par la Gestapo en raison de relations présumées avec la résistance armée polonaise, pour lesquelles il a été envoyé à Auschwitz. Le 2 juin 1941, Liko participa à l'un des matchs entre prisonniers et kapos ou membres des SS. On raconte que les détenus avaient peur de marquer des buts car, une fois le match terminé, le personnel allemand les battait. En tout cas, Liko n'a eu aucun scrupule et a marqué 2 buts dans le match dans lequel les prisonniers polonais ont battu leurs supérieurs par 5-3. Le lendemain, il a été condamné à mort pour résistance au pouvoir de l'État avec d'importants membres de la communauté juive, y compris les médecins, les ingénieurs, les hommes politiques et les étudiants. Liko a été transféré dans une gravière en dehors des limites d'Auschwitz. Les exécutions ont eu lieu dans le cadre d'un groupe commandé par le Hauptsturmführer Karl Fritzsche, qui comprenait des officiers et sous-officiers invités, ainsi que leurs épouses. Selon l'histoire de l'après-guerre, Liko a résisté et n'est pas tombé avec les autres. En fait, il a tenté à 2 reprises de s'échapper. C'est pourquoi Fritzsche lui-même lui a tiré une balle dans la nuque avec son pistolet. Peu de temps après, sa dépouille disparaît dans le four crématoire d'Auschwitz, avec celle de ses 80 compagnons assassinés. Dans la période d'après-guerre, différentes histoires se sont répandues sur de prétendues altercations entre prisonniers et gardiens, mais toutes ne sont pas vraies. Ce qui a été vérifié, c'est que les matchs ne se déroulaient pas toujours entre des équipes de 11 joueurs. Les Allemands aimaient constituer des escouades de prisonniers selon leur nationalité ou leur profession. Dans certains domaines, il y avait des équipes de charpentiers, de cuisiniers, de personnel de nettoyage, entre autres. Les troupes nazies aimaient jouer entre elles des matchs de football et obligeaient les prisonniers à y assister et à applaudir. L'un des plus grands divertissements du personnel allemand était d'assister à des matchs entre prisonniers affamés et mal préparés. Certains d'entre eux se sont évanouis au milieu du terrain de jeu et ont été traînés par les bras, car le spectacle devait continuer. Le visage féminin du mal, l'histoire d'Ilse Koch. Le personnel nazi avait souvent d'autres types de divertissements que la boxe, le football, les cartes et les échecs. À cette époque, les membres de haut rang et les gardes nazis avaient une obsession cachée pour la nudité et le sexe. Ils mettaient en valeur la beauté en construisant un culte du corps à la grecque. Le sexe faisait partie de l'agenda quotidien des partisans de l'idéologie nationale-socialiste, non seulement dans la pratique, mais aussi dans la perception, parfois de manière quelque peu macabre et malsaine. Ce fanatisme peut être illustré par l'histoire d'Ilse Koch, connue sous le pseudonyme de la chienne de Buchenwald, une soldate nazie sadique, nymphomane et meurtrière. Son apparence la montrait comme une femme angélique, avec ses cheveux roux simplement bouclés et son visage qui semblait sculpté par les dieux grecs. Ses compagnons SS l'admiraient pour sa beauté, ainsi que pour son pouvoir de séduction choquant, qu'elle utilisait pour toujours obtenir ce qu'elle voulait, tant sur le plan politique que pour satisfaire ses instincts primitifs. Elle était totalement hypnotisée et attirée par le dogme nazi, et toutes ses actions étaient guidées par ses convictions, y compris ses perversions. Margaret Ilse Koch, née Kohler, est née en 1906 à Dresde, en Allemagne, dans une famille de classe moyenne. Durant son enfance, elle était une fille calme, responsable et bien élevée, qui devint très populaire et aimée par ses camarades de classe. À l'âge de 15 ans, il abandonne ses études pour travailler dans une usine. Peu de temps après, elle occupe un poste de vendeuse dans une librairie. C'est à cette époque qu'elle commence à s'intéresser au parti nazi, dont elle devient secrétaire, puis membre. En 1932, sa beauté et son intelligence attirent l'attention de tous et c'est Heinrich Himmler lui-même qui l'a choisie comme épouse de l'un de ses assistants préférés, Karl Koch, dont elle adopte le nom de famille.
En 1936, ils se marièrent et, 3 ans plus tard, ils s'installèrent à Buchenwald, l'un des plus grands centres d'extermination, car le mari d'Ilse fut nommé commandant. Karl Koch était un homme ambitieux et sans scrupules, et ceux qui l'ont connu le décrivent comme un homme qui ne connaissait pas de limites. Ilse l'était aussi. Normalement, les épouses des commandants et des officiers ne collaborèrent pas avec leurs maris, mais elle s'est avérée être l'exception à la règle. Les premiers mois furent tout à fait ordinaires dans la vie perverse de Koch, puisqu'ils se consacrèrent à élever leurs 3 enfants, Artwin, Gisèle et Gudrun, même si ces derniers moururent pendant que leurs parents étaient en vacances. En fait, ils ont refusé de revenir alors qu'ils savaient qu'il était dans un état grave. La méchanceté d'Ilse Koch s'est manifestée lorsque, avec son mari, elle a ordonné la construction d'une maison devant le camp de concentration pour assister à l'extermination en spectacle. Ils y créèrent également un zoo pour lequel ils ordonnèrent d'apporter des espèces exotiques du monde entier. Dans cette maison, connue sous le nom de Villa Koch, ils ont construit une sorte de manège où Ilse pouvait commettre ses crimes sexuels. Cet endroit avait une superficie de 40 fois 100 mètres et 20 mètres de hauteur. À l'intérieur du manège, il y avait une salle au mur recouvert de miroirs, utilisée pour des orgies collectives. Comme il se trouvait à quelques mètres de la caserne, les prisonniers pouvaient entendre précisément ce qui se passait à l'intérieur. Obsédé par son apparence physique, Ilse a commandé du vin de Madère au Portugal pour prendre des bains nutritifs. Leurs placards étaient remplis de vêtements coûteux, de fourrures, de parfums et de chaussures. Le matin, il se promenait dans la campagne avec son cheval et harcelait les prisonniers avec des fouets. Il se réjouit en lançant des chiens sauvages contre les femmes enceintes qui furent déchirées à mort. Les nuits étaient pleines de sadisme et de plaisir. Elle organisait des orgies lesbiennes pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes à la fois avec les épouses des officiers et, après un certain temps, elle commençait à avoir des relations sexuelles avec les subordonnés de son mari. Un autre de ces actes pervers consistait à se tenir debout à l'entrée du camp, les seins nus, pendant que de nouveaux prisonniers arrivaient. Il caressait et suçait leur corps de manière libidineuse, tout en criant des commentaires déplacés. Si l'un des prisonniers osait la regarder dans les yeux, elle le battait jusqu'à l'épuisement. Selon un récit d'après-guerre, Koch lui aurait crié « Que penses-tu que tu fais en regardant mes jambes ?» contre un détenu nommé Walter Retterpat, tout en le giflant avec sa cravache. S'il y avait une femme redoutée dans le camp d'extermination, c'était bien la chienne de Buchenwald, comme on appelait Koch. Une autre pratique atroce consistait à collectionner des lampes fabriquées à partir de peau humaine. Il collectionnait les tatouages les plus frappants de ses prisonniers et les enlevait sans anesthésie après avoir appliqué du phénol. Il utilisait également les peaux pour relier des livres, confectionner des nappes et fabriquer des gants. Koch était fasciné par la décoration de sa maison avec la torture des prisonniers. Non seulement il a placé ses lampes frappantes sur sa table de nuit, mais il a également décoré sa maison avec des têtes de prisonniers morts. Ilse a ordonné de les rétrécir chimiquement et a ensuite formé des lignes dans sa salle à manger. Ceux qui sont entrés dans la maison Koch ont déclaré qu'ils avaient jusqu'à 12 têtes à la fois. En plus de les utiliser comme décoration, Koch envoya ces têtes en cadeau aux membres du haut commandement nazi. Albert Grenowski, un juif forcé de travailler dans le laboratoire de pathologie du camp, a mentionné qu'il se portait des culottes ornées de tatouages de prisonniers. Les divertissements d'orgies et de pratiques sexuelles de Koch ont pris fin lorsque les troupes soviétiques sont arrivées à Buchenwald, et bien qu'elle ait tenté de fuir, elle a fini par être emprisonnée. Lors du procès tenu en 1951, le procureur prononça les mots accablants suivants. Il était l'un des éléments les plus sadiques du groupe des criminels nazis. Si un cri s'est fait entendre dans le monde, c'est celui des innocents torturés qui sont morts à ses mains. Après avoir entendu 240 témoins, Ilse Koch a réussi à crier « Je suis coupable, je suis une pécheresse ». Même si la peine initiale était la réclusion à perpétuité, elle a ensuite été réduite à 4 ans de prison. En 1967, à l'âge de 61 ans, il met fin à ses jours en se pendre avec les draps de son lit. Dans une note, il a laissé ces derniers mots. « Il n'y a pas d'autre issue pour moi. La mort est la seule libération. » Jouets humains, l'histoire atroce des enfants juifs dans les camps de concentration.
Les gardes nazis se surpassaient quotidiennement en termes de mal. Il ne leur suffisait pas de torturer physiquement et psychologiquement des hommes et des femmes, mais certains d'entre eux montraient une joie particulière en se moquant et en maltraitant les garçons et les filles d'origine juive. Leur obsession macabre était telle qu'ils en faisaient des objets de divertissement. Certains gardes aimèrent frapper les enfants contre les murs du camp jusqu'à ce qu'ils meurent. Leur mère pleurait de manière incontrôlable, et elle, capturée, implorait pitié, incapable de faire autre chose pour les défendre. Il y avait plusieurs enfants qui, désespérés par la faim, cherchaient de la nourriture partout où ils pouvaient en trouver. Les plus courageux les ont volés aux officiers qui, après les avoir découverts, les ont sauvagement battus à mort. Dans les différents camps de concentration, les enfants se sont habitués à vivre dans des conditions inhumaines. Ceux qui étaient en âge de marcher et de porter des objets avec leurs mains étaient contraints d'effectuer des travaux forcés pendant de longues heures, sans accès au repos et avec une faim désespérée. Le pire pour ces enfants n'était peut-être pas leur propre mort, mais le fait qu'ils devaient tolérer de voir leurs jeunes frères et sœurs mourir dans leurs propres bras, tandis que les gardes les regardaient avec indifférence et plaisir. L'une des histoires qui se distingue par sa méchanceté est celle des sœurs jumelles Eva et Myriam Moses Kor, qui sont devenues le jouet préféré de Joseph Mengele, connu sous le nom d'ange de la mort, obsédé par l'idée d'en savoir plus sur la génétique des jumeaux, et ont mené des pratiques aussi néfastes que désastreuses. En 1944, à l'âge de 14 ans, les sœurs entrent à Auschwitz avec leur famille et deviennent bientôt des objets d'expérimentation pour Mengele. L'ange de la mort se promenait dans les couloirs d'Auschwitz avec des chocolats à la main pour attirer les enfants et les persuader de devenir sa proie. Apparemment, les plus petits l'ont approché avec enthousiasme, le croyant inoffensif. Mais bientôt ils connurent la terreur dans la chair. C'est ainsi qu'ils rencontrent Myriam et Eva. Mengele a attaché les jumeaux par les bras pour restreindre la circulation sanguine jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Une fois qu'ils se sont évanouis, il leur a injecté des produits chimiques dans les yeux et dans d'autres parties de leur corps. Les jumeaux ont quitté leur laboratoire en pleurant inconsolablement pour ce que leur corps avait dû vivre. Mais l'ange de la mort est sorti avec un sourire jusqu'aux oreilles, sifflant une mélodie de musique classique plus que satisfait de sa supposée contribution à la science. L'enfer voilé, des femmes forcées d'entrer dans le bordel de Mauthausen. Les nazis se présentaient comme des conservateurs en matière d'actes sexuels, mais, comme le montre le cas d'Ilse Koch, il ne s'agissait là que d'une question discursive différente de la réalité. Ils disaient que le sexe était un moyen d'élargir la race aryenne et de peupler l'Europe de personnes soi-disant supérieures. Ils encourageaient donc à la fois les relations sexuelles avant le mariage et les relations sexuelles entre adolescents. Cependant, ils ont mentionné que l'objectif n'était pas basé sur le plaisir sexuel, mais sur l'obéissance au Führer et à son objectif d'expansion territoriale. L'un des obstacles qui s'opposaient à ce propos était l'existence d'homosexuels. Pour Hitler, il représentait un obstacle à la reproduction. C'est pourquoi il ordonna la création d'un réseau de bordels dans les différents camps de concentration. Tandis que la mort abondait dans les chambres à gaz, à quelques mètres de là, les soldats et gardiens SS pouvaient avoir des relations sexuelles pour ne pas oublier leur masculinité et éviter d'interagir avec d'autres soldats ou, pire encore, d'avoir des relations sexuelles avec des prisonniers juifs. Le premier bordel pour soldats allemands fut Mauthausen, situé dans la caserne 1, dans un bâtiment du sous-camp de Gusen. Il y avait là 35 femmes allemandes de la classe inférieure, recrutées avec la promesse qu'elles seraient bientôt libérées, mais cela n'a jamais eu lieu. Ce qui semblait être une promesse de changement de vie s'est transformé en un cauchemar quotidien. Non seulement les soldats avaient accès au bordel, mais certains prisonniers bénéficiaient également de ce privilège, à l'exception des Juifs et des Soviétiques. Seuls les prisonniers politiques d'origine autrichienne, française, tchèque, espagnole et allemande ont eu de la chance. Les travailleurs les plus méritants des secteurs de la réparation, de la plomberie, de l'électricité, de la cuisine, des musiciens et des footballeurs ont également bénéficié de cet avantage. Cependant, la majorité de ces chanceux recherchaient un moment émotionnel de compagnie et de conversation, résistant à l'acte sexuel. Ils recherchaient de l'intimité, une femme qui les contiendrait émotionnellement. Les hommes qui fréquentaient le bordel devaient passer avec succès un examen médical pour exclure d'éventuelles maladies vénériennes.
Les détenus invités par leurs supérieurs et qui avaient une idéologie communiste rejetaient généralement l'avantage et essayaient d'élever la voix pour que les autres s'opposent également et ne profitent pas de l'esclavage sexuel auquel les femmes étaient soumises. Les soldats allemands n'eurent ni pitié ni considération et n'hésitèrent pas une seconde à traiter les esclaves sexuels qui travaillaient dans les bordels comme des objets. Elles étaient forcées d'avoir des relations avec plus de 5 hommes par jour, par période de 15 minutes valant 2 Reichsmark, qui ne passaient jamais entre les mains des travailleuses du sexe. Ils étaient souvent surveillés avec leurs clients par des SS qui espionnaient à travers des Judas. On estime qu'environ 200 femmes sont passées par le bordel de Mauthausen et ont fourni leurs services jusqu'à l'arrivée des Alliés. Mais ce n'était pas le seul bordel. Il y en avait des dizaines dispersés dans toute l'Allemagne. Le deuxième bordel fut Auschwitz, créé le 30 juin 1943, et 2 semaines plus tard, ils firent de même à Buchenwald. En 1944, ils ouvrent les bordels de Neuengamme, Dachau, Dora-Mittelbau et Flossenbürg. Habituellement, ces bordels étaient construits comme des casernes, avec de petites chambres individuelles pouvant accueillir plus de 20 prisonniers, qui étaient contrôlés par un contremaître ou un Aufseherin. Pour les approvisionner, outre le recours à des femmes issues des classes modestes, ils recrutèrent également des prisonnières du camp de concentration pour femmes de Ravensbrück. Ensuite, ils effectuaient une sélection basée sur la beauté. Les plus belles étaient envoyées dans les bordels SS, les moins belles dans les bordels tenus par les soldats, et les prisonniers qui n'étaient pas en meilleures conditions physiques étaient emmenés dans les bordels des camps de concentration. Les femmes étaient continuellement remplacées en raison de l'épuisement ou de la maladie, pour ensuite être renvoyées vers une mort certaine. Beaucoup d'entre elles ont été contraintes de procéder à des avortements et à des stérilisations qui les ont conduites à un destin tragique. Les capots utilisaient ces services plus que quiconque. Le moment le plus utilisé était la nuit, qui commençait à 8 heures et se terminait à 10 heures. De plus, le dimanche était le pire jour pour les esclaves sexuelles, puisqu'elles devaient travailler tout l'après-midi. Il existe des preuves que les esclaves sexuels avaient des tatouages sur la poitrine avec l'inscription « Contribute »,« Fin ». Toutes ces ressources ont été utilisées avec le même objectif, que le personnel nazi ne s'ennuie pas, qu'il se concentre sur son travail et qu'il continue à s'aligner sur l'idéologie nationale-socialiste. Pour le haut commandement nazi, les conséquences ou les souffrances causées aux personnes n'appartenant pas à la prétendue race aryenne n'étaient pas importantes. Il fallait donc faire tous les efforts qui profitaient à leurs hommes, car ils estimaient que cela leur garantissait la victoire finale. Jeux de société, sport, tarot, bordel et orgies sexuelles faisaient partie d'un dangereux « tout est permis », qui n'a fait que générer des blessures incurables parmi les victimes et les survivants de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale.